Notre invité ce matin, Benoît Degla, député à l'Assemblée nationale, membre du parti Bloc républicain. Monsieur Degla, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin et merci surtout d'avoir accepté d'évoquer avec nous la position du Bénin dans cette crise qui l'oppose, crise diplomatique bien évidemment, qui l'oppose à son voisin, le Niger. Honorable, vous trouvez juste la décision de la Marina de bloquer le pétrole du Niger à Sémékodi? Pourquoi? Merci pour cette occasion que vous m'offrez. Occasion au cours de laquelle j'aurai quand même si c'est un peu de temps, à m'exprimer sur cette situation qui met à mal les relations, il faut le reconnaître, entre deux pays qui ont des relations vieilles de plusieurs siècles, faut-il dire. De plusieurs siècles, des relations fraternelles, commerciales, économiques de toute nature. Mais avant de commenter la décision prise par le gouvernement béninois, il est bon que je rappelle quelque chose, c'est que le Bénin s'est toujours positionné comme un pays ouvert, un pays fraternel vis-à-vis de ses voisins. Nous avons, de par le passé, mené une politique de bon voisinage. Je vous rappelle que lorsque il s'est agi du problème de l'été avec le Niger, et quand la Cour de justice a décidé, a tranché en donne des faveurs, le Bénin sans tapage s'est soumis, s'est plié à la décision de la justice internationale. Nous avons des litiges avec tous les pays qui nous entourent en ce qui concerne nos frontières. Nous n'avons pas crié quelque part que cela mettait en mal nos relations. Mais dans le cadre, n'est-ce pas, des mesures prises par la communauté à laquelle nous appartenons, qui est la CEDEAO, le Bénin ne pouvait pas faire l'enfant discipliné. Nous sommes alliés donc, dans cette logique-là, et nous avons, comme ça a été demandé à tous les pays de le faire, nous avons fermé les frontières avec le Niger. Ça n'a pas été de gaieté de cœur. C'était difficile à le faire parce que nous connaissons les relations privilégiées qui existent entre nous et entre le peuple nigérien et celui du Bénin. C'était fait. Mais retenez également que le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, a été l'un des tout premiers également à dire il y a un temps pour les sanctions et un temps pour le dialogue. Avant même que la CEDEAO ne se réunisse pour lever les sanctions. Nous avons déjà fait sentir notre position vis-à-vis de la situation telle qu'elle perdurait. Mais le Bénin, aussitôt la CEDEAO réunie, aussitôt après la décision de la CEDEAO, nos frontières étaient ouvertes. Elles ont été ouvertes. Nous attendions que nos frères, de l'autre côté du fleuve, ouvrent aussi la frontière. Ouvrent aussi, parce que nous en avons tous perdu. Nous en avons perdu, mais eux aussi, ils en ont perdu énormément. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt de nos populations que la situation continue à s'empirer. Depuis 2 mois, nous sommes dans l'attente, nous cherchons à savoir les raisons qui motivent cette situation-là. Lorsque l'État béninois apprend que des navires devaient arriver à ses mains pour venir récupérer le brut nigérien. En 2019, les deux gouvernements, l'État béninois et l'État nigérien, ont conclu un accord. Il y a eu un contrat pour que le Bénin cède partie de son territoire à la construction des pipelines. Alors, cela s'est fait dans de très bonnes conditions jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage. Maintenant, la mise en ligne de cet ouvrage devait commencer, mais au même moment, nous souffrions que les frontières soient restées fermées. La raison que donne la partie nigérienne que vous avez tous suivi, c'est que le Bénin aurait violé les accords, aurait violé un article du contrat. Mais
La bonne foi aurait recommandé également que lorsqu'on parle de l'article 3.3, qu'on parle également de l'article 23.1. Parce que l'article 23.1 de son contrat dit que les parties contractantes, donc le Bénin et le Niger, devraient s'engager à créer des conditions de coopération fructueuse devant permettre l'exploitation du papelaine. Est-ce que le Niger nous a permis, ensemble avec le Bénin, de créer une coopération agissante, fructueuse qui permette cela? Honorable, ça me plaît bien cette historique que vous aviez faite. Il faut rappeler d'où est-ce que les choses sont parties. C'est-à-dire qu'il y a eu coup d'État en 26 au Niger, à Niamey. Le chef de l'État béninois se déplace à Abuja pour voir son voisin président d'exercice de la CEDEAO. Et quand il sort de l'entrevue, les tons sont martiaux, pratiquement à la menace. Des jours après, ou quelques jours après, on a mobilisé les chefs d'état-major des différents pays membres de cette organisation-là, dont celui du Bénin, pour promettre une descente militaire sur Niamey. Quand on a fini de faire ça, on a fermé aussi les frontières. On a même pris une décision au niveau du port autonome de Cotonou pour suspendre l'arrivée des produits en direction du Niger. Quand on a fait tout ça face à un pays voisin, vous ne pensez, ou enfin un pays frère, vous ne pensez pas que tout de suite il va en griffe se défâcher et ouvrir les frontières tout de suite? Alors, je vais rectifier quelque chose. Ce n'est pas le Bénin est un pays membre de la communauté, membre de la CEDEAO. Tout comme le Togo d'ailleurs, qui n'a pas obéi. Mais les deux pays n'ont pas les mêmes positions vis-à-vis du Niger. Oui. Le Nigeria et le Bénin sont le seul pays frontalier du Niger. D'accord? Lorsque le chef de l'État allait voir le président de la CEDEAO, il n'est pas allé voir Tinubu, il allait voir le président en exercice de la CEDEAO. Oui. Et les présidents de la CEDEAO se sont réunis à plusieurs reprises et ont convenu qu'il fallait tout faire pour que la démocratie revienne au Niger. Mais écoutez, lorsqu'on a connu ce qui s'est passé au Burkina d'abord, au Mali, en Guinée-Conakry, et ensuite au Niger, il est à craindre que toute la zone soit déstabilisée. Est-ce que l'instance chargée de gérer, même si c'est économiquement, qui a quand même parce qu'on ne peut pas gérer l'économie sans parler de la politique, que cet ensemble-là, à CEDEAO, puisse rester sourd, aveugle à ce qui se passe? Mais non, c'est dans ce cadre-là que les pays de la CEDEAO ont dit, mais c'est trop pour en moins de 2 ans que 4 coups d'État se réalisent dans nos pays, dans le continent. C'est comme si, dans notre région, c'est comme si notre zone prenait un coup dans son développement. Et cela n'est pas bon pour l'image et pour la santé économique. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu la réaction des chefs d'État. Mais je dis, nonobstant cela, est-ce que le chef de l'État béninois, est-ce qu'il n'a pas été le premier à dire qu'à un moment donné, il fallait retourner à la table de négociation? Si après 2 mois qu'on a ouvert les frontières, honorable, la diplomatie béninoise n'a pas réussi justement à faire changer d'avis aux frères nigériens, est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Est-ce que ça doit être forcément par le temps qu'on peut régler ça? Non, vous savez, c'est dommage que nos frères du Niger veuillent faire du Bénin le fonds de commerce de leur existence. Ah bon? De leur existence. Oui, je le dis parce que les arguments qu'ils évoquent, j'avoue, ne convainc. Je ne sais pas si ça parvient à convaincre les propres Nigériens eux-mêmes. Dire que le Bénin est infecté de bases militaires françaises, oui, et que ça n'assure pas la sécurité. Et que ça n'assure pas la sécurité. Vous voyez, je vais me référer simplement à ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, qui a dit que le Niger était libre. D'abord, dans notre pays, c'est le second pays du Niger. Les populations du Niger. Les Nigériens sont très nombreux dans notre pays. Ils sont dans toutes les zones du Bénin. Ils peuvent assurer et dire si vrai ou faux ce que dit le Premier ministre nigérien est fondé en ce qui concerne la présence de bases militaires. D'agents de renseignement français. Voilà. Vous savez, il a été clair, il a dit, mais pour notre propre sécurité, nous avons besoin
nous avons besoin de sécuriser nos frontières. Vous savez, lorsque beaucoup, enfin, du moins, les djihadistes, les terroristes ont envahi ces pays-là, leur priorité, c'était tous d'aller vers la zone de 3 frontières. C'était la zone des 3 frontières qui était leur priorité et ils ont délaissé la partie sud. Nous avons frontière avec le Niger et avec le Burkina Faso. Ces pays-là ont abandonné leur base arrière. Et les terroristes qui sont là, ils sont ceux-là qui de temps en temps font des incursions dans notre pays. Est-ce que le Bénin va accepter que, après Porga, que ces gens-là, qu'on dise à Porga, qu'il y a eu à Porga des incursions, à Bemelke, à Banikora des incursions, à tel endroit des incursions, et que ça c'est à nos frontières. Et il n'est pas normal que notre pays prenne des dispositions pour sécuriser cette zone. C'est ce que fait notre pays, et c'est ce qu'eux aussi font. Il faut la même chose. Pourquoi le Bénin n'engage pas alors une discussion afin de permettre à une délégation nigérienne de venir constater les actions qui se font, ou bien même de mettre sur pied une équipe, comment je peux dire, multilatérale qui assure la sécurité? Savez que le Niger... On envisageait cela avec le Burkina Faso. Vous savez que le Niger, oui, justement, en ce moment, au moment où le chef de l'État s'est rendu à 2 reprises au Burkina Faso, c'était pour éviter que la situation du Niger se produise. D'accord? Mais lorsque ce qui est arrivé au Niger, c'est peu de temps après qu'ils ont décidé de leur retraite de la CEDEAO. Donc, eux-mêmes, se sont refusés l'interlocuteur que constitue le Bénin, pays de la CEDEAO. Donc, dans ce cadre-là, quelles sont les conditions dans lesquelles nous pouvons engager véritablement les négociations avec nos frères, qui considèrent d'être nos frères? Mais ceux qui pensent, il faut attendu, ils sont en sécurité, bien sûr, mais ils ont peur que nous ayons sur notre territoire des instructeurs français. Mais nous n'avons pas peur qu'ils aient sur leur territoire des instructeurs d'autres pays. Est-ce que c'est normal? Ça ne se comprend pas. Ils sont dans un régime exceptionnel. C'est bien normal qu'ils soient frileux, non? Mais nous aussi, pour le bien-être de notre population, c'est tout à fait normal que nous soyons conscients, que nous soyons préoccupés par leur sécurité. Est-ce que ce n'est pas une décrédibilisation de la signature de l'État béninois quand il décide unilatéralement comme ça, dans un contrat, de mettre embargo sur le pétrole brut nigérien? Et je vous ai rappelé que l'article dont vous faites référence a en face et à côté de lui un autre article, qui est le 23.1, qui précise les conditions dans lesquelles l'exploitation de ce pipeline peut se faire sans embâche, que les parties contractantes s'engagent dans un cadre de coopération fructueuse. Et là, nos partenaires ne le font pas. Pendant qu'ils refusent que le pétrole, et pendant qu'ils refusent que les marchandises en provenance du Bénin aillent sur leur territoire, ils ouvrent largement le long de leurs frontières aux produits vivriers béninois. Vous comprenez? Mais ça, c'est l'exploitation informelle. On ne va pas dire que c'est les autorités qui permettent cela. Mais ça, bon, écoutez, alors là également, lorsque nous avons... Il a fait référence à l'interdiction de l'exploitation des produits vivriers. Il a fait référence à cela. Donc, c'est une préoccupation déjà à son niveau, puisqu'on n'en a fait qu'à. Mais nous, vous savez que la lutte contre... Les manifestations contre la vie chère dans certains pays ont débouché sur des coups d'État. Ah oui, la déstabilisation, notamment au Soudan et tout ça. Mais donc, nous ne pouvons pas permettre que nous produisons assez pour nourrir nos populations et que, pour une politique qui est la leur, ils aient des difficultés, qu'ils ne connaissent pas que le peuple nigérien a des problèmes en matière en matière alimentaire. On va parler de ça tout à l'heure. Une dernière question concernant toujours le contrat. Et si Niamey portait plainte contre le Bénin? Non, vous savez, il est prévu que en cas de litige, on puisse régler ça à l'amiable par voie diplomatique. Et 6 mois après, s'il n'y a pas d'accord, se référer à la Cour commune de justice de l'Ouada. Voilà ce qui est prévu. Et si le Niger le faisait, on va répondre là-bas? Mais nous avons toujours répondu. On est sûr de ne pas y perdre des plumes.
Mais nous sommes convaincus que ce que nous avons fait, ce qui a été décidé par le gouvernement béninois, c'était la bonne démarche. Alors, la Marina a aussi pris une décision, j'avais promis qu'on y revienne, d'interdire l'exportation de son maïs vers le Niger. D'ailleurs, même le chef de l'État, lors de sa dernière sortie médiatique, disait si nous sommes ennemis, notre maïs ne peut pas, doit être aussi donc ennemi. Est-ce que cela ne donne pas l'impression qu'on est en train de s'acharner? La décision ne dit pas interdiction d'exportation de maïs, de maïs vers le Niger. Et autres vers le Niger. Oui, mais le chef de l'État lui-même a dit si nous sommes des ennemis, c'est que notre maïs aussi est votre ennemi. Ça veut dire qu'il met l'accent fondamentalement sur le mouvement vers le Niger. Non, vous avez parlé tout à l'heure du décret qui interdit l'exportation de produits vivriers à partir du Bénin vers les autres pays. Donc, on n'a pas indexé le Niger principalement. Nos produits, notre maïs se retrouve au Nigeria, se retrouve au Burkina Faso. Même d'autres produits se retrouvent au Togo. Burkina Faso, Mais alors, pendant ce temps, vous avez suivi ce qui s'est passé peu avant le 1er mai, le mécontentement des centrales des confédérations syndicales qui voulaient manifester contre la vie chère. Et vous avez suivi le 11 dernier. Le motif, c'était quoi? La vie chère. Mais pendant que le peuple, est-ce que le gouvernement peut rester sourd à cela? Nous produisons suffisamment en matière de maïs. Nous produisons suffisamment. Alors là, parfois 2 fois ce qu'il nous faut pour nous nourrir. Malheureusement, le maïs coûte excessivement cher sur le marché. C'est dû à quoi? C'est dû à cette situation-là où une quantité impressionnante de produits vivriers se retrouve en dehors de nos frontières. Mais ça, le gouvernement il est obligé de taper sur la table et de prendre les décisions qui permettent de contenir nos produits sur le territoire afin de nourrir prioritairement les Béninois. Est-ce que vous pensez que ces différentes actions-là vont vraiment obliger Niamey à ouvrir ses frontières? Écoutez, c'est un État souverain et qui mesure l'ampleur de la situation. Vous savez, on a entendu beaucoup de commentaires. Le Bénin, depuis une dizaine d'années, se bat et s'en sort sur le plan économique, sur le plan de son développement global. Le Bénin s'en sort. Et nous n'allons pas refuser que l'exploitation du pipeline permettrait d'engranger beaucoup de sous. Mais je rappelle également que c'est un peu brésilien. C'est un peu brésilien qui n'a pas pendant 10 ans connu de pipeline, mais qui fait des merveilles. Il y en a dans la sous-région qui fait non pas d'uranium, non pas d'or. Pourtant nous avançons. Notre intérêt serait que le peuple du Niger, les dirigeants nigériens prennent conscience. Je voudrais demander de prendre conscience de la situation parce qu'ils ne punissent pas le Bénin. Le Bénin, je l'ai dit, le Bénin tient debout. Et nous avons vécu pendant longtemps, très longtemps, sans les retombées du pétrole nigérien. Je répète encore que nous ne crachons pas là-dessus, mais dans l'intérêt de nos peuples qui souffrent. Il serait bon qu'on mette l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Est-ce que toutes les voies sont explorées maintenant? Là, maintenant, on a le ton qui est vraiment monté, alors qu'il y a quand même d'autres voies qui sont possibles à explorer. On a le Parlement de la CEDEAO, par exemple, l'espace UEMOA où on discute des questions économiques et des rapports douaniers entre les pays. On peut passer par ces voies-là, non? Si les 2 ministères des Affaires étrangères des 2 pays ne peuvent plus parler, on peut faire recours à ces instances. Oui, ça tout est. Écoutez, ce n'est dans l'intérêt d'aucun de nos États de voir la situation perdurer. Et je ne vais pas dire ici, je n'ai pas la compétence et quelles sont les voies utilisées aujourd'hui, les démarches qui sont prises. Je rappelle simplement qu'il y a un troisième intervenant dans cette affaire qui est la Chine, qui est propriétaire en fait du pétrole et du pipeline. Donc pour un investissement aussi colossal, je crois que la Chine ne va pas
laisser les choses en l'état et que... Elle dit quoi? Vous avez entendu? Non, la position, vous savez, il y a la diplomatie silencieuse et qui est parfois très efficace. Et nous pensons que en la matière, la Chine a les compétences et que d'ici là, certainement, nous allons trouver la solution. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette rumeur qui vient du Niger, qui dit qu'ils peuvent, comme d'ailleurs ils l'ont fait avec le port de Cotonou, contourner et aller vers Lomé? Le contexte est différent. Je rappelle que en 2009, le plan initial, c'était de construire le pipeline via le Nigeria. Et pour les problèmes de sécurité, Boko Haram et tout, il a fallu attendre 10 ans pour signer l'accord avec le Bénin. Donc ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a ce que disent les rumeurs, il y a ce que disent les réseaux sociaux, mais cela n'engage que ceux qui en font la publication. C'est vrai que le temps est parti, mais j'ai envie de vous arracher 2 mots sur la situation sociopolitique, la situation sociale, la tension sociale au Bénin. Honorable, les députés, enfin pas les députés, les syndicalistes ont voulu marcher par 2 fois, on les a empêchés. Finalement, ils ont marché samedi dernier. D'abord, les empêchements, les perturbations qu'ils ont observées, et puis la marche de samedi. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'élu du peuple? Ce que je voudrais dire, c'est saluer les confédérations syndicales qui ont compris que dans un État, on peut pas... Il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. La première tentative, je crois qu'elle a reçu le refus du préfet. Le refus n'était pas clair. Attendez, mais justement parce que la procédure aussi n'était pas claire, la procédure engagée aussi n'était pas claire. Vous savez, la police, dans son rôle régalien, a tellement d'actions, d'activités à mener qu'on ne peut pas se lever comme ça et dire, voilà, nous allons marcher. Parce qu'on veut distraire la police, peut-être d'enjeux importants, qu'elle s'est fixée dans le même délai. On a dit, vous avez le refus, la lettre du préfet qui disait que on ne peut pas, on ne pourrait pas permettre cette marche pour des raisons de sécurité. La sécurité de la police, certainement, était sur d'autres fronts et il ne pouvait pas abandonner ce qu'elle avait à faire pour s'occuper de la marche. Elle a eu le temps de se mobiliser. Le jour là, pour empêcher la marche. Mais écoutez, lorsque vous refusez de respecter la loi de la République, vous vous mettez en travers et là, malheureusement, vous tombez sous le coup de la loi. Ce qu'il faut noter, qui est le plus important aujourd'hui, c'est que la marche s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Ils en sont heureux, ils l'ont témoigné eux-mêmes. Je crois que c'est ce qu'il y a à retenir. Et la vie est chère, honorable. La vie est chère, elle est chère partout, malheureusement. Ce n'est pas propre au Bénin. Nous avons... vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que la lutte contre la vie chère, les manifestations contre la vie chère sont parfois... source de bouleversements sociaux et politiques. Vous savez, il y a un pays, dans la sous-région, il est développé et tout, mais on dit qu'on ne mange pas le goudron là-bas. Je parle de la Côte d'Ivoire. Et avant de venir, et ce matin, j'ai lu des articles. Vous avez suivi, il y a un ancien président qui voudrait revenir, qui veut faire son camp. Laurent Gbagbo. Voilà, et vous avez suivi. Il est allé dans ce sens-là, c'est-à-dire la lutte contre la vie chère. Donc c'est partout pareil. Il y a un contexte international qui fait que le monde traverse une crise. Mais chaque pays va... Chaque pays... une solution. C'est dans la recherche de nos solutions, c'est dans la recherche de nos solutions que nous avons interdit, n'est-ce pas, que nos produits... Parce que c'est ça. Benoît Lenga, merci. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du Parti Bloc républicain. Vous étiez sur ce plateau pour évoquer la situation entre le Bénin et le Niger. Merci d'être passé. C'est moi. Bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause.